Right. Ouais, bonjour, bienvenue à un autre épisode du Seven Figure Hour. Aujourd'hui, je reçois Julien Michard. Yes. Je le prononce bien, Julien Michard? Michalk, Michal, comme ça se dit. OK, super. Ben, Julien, c'est un innovateur de la congélation. C'est le fondateur de UFrost, une entreprise qui démocratise la surgélation instantanée, Exact. qui transforme l'expérience culinaire grâce à des technologies de cryogénisation. C'est bien ça? On peut dire ça, On peut dire ça, oui. Un mot fancy pour dire, dans le fond, la surgélation. Ouais, c'est ça, mais les gens, la surgélation, peut-être qu'ils savent pas ce que ça veut dire, là. Mais en gros, c'est moins 20 en 20 minutes. OK. Basically. Ça, c'est Super. la définition. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Julien, je te laisse te présenter. Ouais. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Good, ben Julien, c'est ça. Je suis fondateur de UFrost. UFrost, c'est une petite machine pas plus gros qu'une machine à café qui est capable de descendre à moins 100 degrés Celsius. Puis avec ça, ben on préserve de la bouffe, mais en même temps, on peut faire des créations culinaires très, très innovantes, autant dans la mixologie que dans la gastronomie, dans les restos, dans les hôtels, etc. J'ai eu l'idée, ça fait quand même un petit bout de temps, mais étant donné que c'est un hardware, ça prend bien du temps à développer. Ouais. Puis là, ben, on est rendu où est-ce qu'on est rendu avec un bureau à Montréal, un bureau à Toronto également. On commence à avoir la demande aux États-Unis, tu sais, puis l'équipe se grossit. Ça prend de l'ampleur. Puis moi, dans le fond de formation, je suis ingénieur. Puis, ben, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je suis ingénieur parce que je suis pas dans l'ordre des ingénieurs, OK. mais j'ai une formation en ingénierie. ça, OK. c'est ce que je peux dire. OK. Non, mais ils sont vraiment à cheval là-dessus. Tu peux pas dire ça. Puis c'est ça, ben moi, dans le fond, dans mes études en ingénierie, j'avais un nightclub, c'est la rue Saint-Laurent. Puis c'est là que l'idée est arrivée. En gros, une soirée qui faisait moins 30 dehors, un jeudi soir. Je m'attendais à recevoir 800 personnes, comme d'habitude. Tu sais, j'avais quand même une grosse place. Puis là, ben moins 30 à minuit, il n'y a pas un chat. Là. Je pense qu'il y avait 2-3 clients. Tu sais. Fait que je regarde dehors, la rue était déserte, mes bouncers, il y avait froid, genre. Fait que, OK, on ferme. Fait que, tu sais, moi, j'étais habitué de rentrer chez nous à 6-7 heures le matin, là, après avoir compté les caisses, etc. Tu sais. Fait que là, ben, j'ai toute la nuit devant moi. Fait que je me dis, c'est impossible que ce soit à Montréal qui fasse le plus froid dans le monde, tu sais. Fait que je recherche sur YouTube. Dans le temps, en 2013, là, tu sais, YouTube, c'était vraiment le go-to. Là. Tu veux rechercher quelque chose, tu sais, tu veux voir de quoi. Fait que là, j'écris Coldest Place in the World, puis je vois une vidéo, c'est écrit en alphabet russe, là. Puis c'est écrit juste moins 64. Fait que là, je dis, OK, on va checker ça. C'est comme 7-8 minutes de long, tu sais. Fait que je dis, OK, je vais checker ça. Là, c'est la musique de Moby qui part. C'est comme dans la forêt de la Sibérie. Puis t'as, c'est ça, c'est 2-3 Russes sont dans le chalet, genre, il fait moins 64 dehors. Pas moins 30, là. Moins 64. Moins 64. Et puis on se plaint ici, tu sais. Ben oui, mais... Puis tu sais, tu le vois qu'il fait tellement froid que comme l'air est gelé, genre. Tu sais, il y a comme une espèce de brouillard qui reste là, anyways. Puis, ben là, c'est ça, il montre qu'il fait froid. Puis à un moment donné, ben, il sort une bouteille de 7-Up, tu sais. Puis là, il check. Là, ça gèle, puis ça devient dur comme la roche. Puis à un moment donné, ben, il laisse une bouteille de vodka. Puis en 10 minutes, genre, la vodka devient opaque, comme un gelé. Fait que là, moi, je vois ça, je fais « Oh shit! » Tu sais, je veux dire, je suis ingénieur. L'alcool, je sais que ça gèle. Les gens, ils pensent que l'alcool, ça gèle pas parce que dans leur congélateur, ça gèle pas. Mais leur congélateur, c'est comme à moins 17, voire jusqu'à moins 23, certains, là. Fait que là, tu sais, je vois que l'alcool, elle gèle, mais moi, je pensais que ça gelait comme bien plus bas que ça. Tu sais, OK, moins 64, pas si pire. Ça gèle. Fait que là, ils cassent la bouteille, ils commencent à manger la vodka comme ça. Ils prennent des bâtons de popsicle, ils mettent ça dans des verres, genre. Ils se font des popsicles, ils ont bien du fun, ils sortent du champagne, ils font la même affaire. Puis là, je me dis, wow, si je pouvais servir des popsicles de vodka dans mon bar, ben même les soirées qui feraient moins 35, j'aurais peut-être un petit peu plus de clientèle parce que j'aurais quelque chose de spécial, tu sais, d'innovateur, de quelque chose. Fait que vraiment au début, là, tu sais, puis j'étais un petit coon là, dans ce temps-là, tu sais, dans le début vingtaine, genre, disons que c'est ça, j'ai maturé avec le temps, mais au début, c'est ça mon but, c'était juste de geler de la vodka, faire des petits popsicles de vodka pour mon nightclub.
Mais avec le temps, je me suis rendu compte que, crime, ce que j'ai inventé, puisque finalement, bon, je l'ai inventé après, là, je te raconterai ça, mais ce que j'ai inventé, c'est le micro-ondes du froid. C'est que ça peut geler n'importe quoi. Autant de l'aliment que des trucs médicaux, genre ARN, ADN, urine, des échantillons de sang aussi, des fois que tu as besoin de faire. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que l'idée, elle part vraiment d'une folie, si tu veux. Puis finalement, ça a pris une autre tournure beaucoup plus utile que juste geler de la vodka dans un bar. Là, ouais. OK, quand même. Je savais pas toutes les utilités aussi de UFrost. Ouais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, les utilités, je veux dire, on peut les voir, mais c'est surtout les gens qui nous approchent puis qui nous disent « Hey, moi, dans mon domaine, j'utilise telle chose puis c'est de la merde. Pourquoi je pourrais pas utiliser ta machine, tu sais? » On va donner un exemple. Dans un labo, ils vont aller chercher dans un autre département un gros bol. Ils vont remplir ça d'azote liquide d'un thermos, OK? Fait que là, puis avec leurs doigts ou des pinces, ils vont venir tremper des petits échantillons d'ADN, genre. Nous autres, on leur a juste fait un petit moule où est-ce qu'ils peuvent mettre leurs éprouvettes. Pèse sur le piton, ça se fait tout seul, c'est pas dangereux, puis ça prend le même temps, c'est la même efficiency, tu sais. Wow. Exemple comme ça. Sinon, cet été, certains de nos clients qui sont dans les restaurants, dans les bars, tu sais, qui l'utilisent plus pour faire de la transformation, ils ont commencé à mettre d'autres choses dedans, genre des céleris puis des affaires, pour tester, tu sais. Puis on se rend compte qu'un céleri qui a été flash frozen avec notre machine, une fois qu'il est dégelé, t'as pas de différence avec un céleri frais. Ah ouais? C'est pareil. Mais tu sais, toi, chez vous, tu mettras... Ah, c'est dégueulasse quand je le fais. Non, c'est même la viande, tout. Oublie ça. Ça, c'est parce que, dans le fond, les cellules, avec une congélation lente, là, entre guillemets, là, ils ont le temps d'éclater parce que les cristaux d'eau vont venir se faire dans la cellule, puis ça va faire éclater la membrane, puis là, tout le juice sort. C'est pour ça que quand tu dégèles quelque chose, c'est un petit juice, là, genre, ça, c'est du jus de cellule. De l'eau aussi, avec de l'eau, OK? Mais nous autres, vu qu'on le fait tellement vite puis tellement bien, de tous les côtés, genre, la cellule, elle n'a pas le temps. L'eau n'a pas le temps de se rendre dans la cellule. Fait que quand tu le dégèles, la cellule elle est intacte. Ouais. Fait que, tu sais, ça marche avec tout. Tu sais, céleri, tu ne mettras jamais ça dans ton congélo, mais nous autres, c'est frais, là, tu l'entends crunchy. Tu vois pas la différence entre un frais et un dégelé. Fait que là, on veut regarder peut-être de se lancer dans les petites épiceries, tu sais, au lieu de gaspiller à la bouffe. Tu flash froze. Coupe-la, mets-en dans un petit sac. Mets ça dans ton congélo, un congélo. Mets ça à 10% de rabais. Mais il va falloir éduquer les clients que c'est de la bouffe fraîche, mais congelée, tu sais. Surgelée, en fait. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, mais là, on va peut-être démarrer des petits pilotes, des petits projets pilotes bientôt, là. OK. Ouais. Quand même, il y a d'autres avenues possibles quand même pour UFrost, y compris dans les petites épiceries. Ah, c'est quand même vraiment... Ouais, notre vision, là, c'est le micro-ondes du froid. On veut qu'un jour, tout le monde ait ça, un petit device comme ça à la maison pour, te faire de la glace en 5 secondes. Mais aussi pour... Te faire des cocktails, si tu veux, ou des popsicles, mais aussi préserver ta bouffe ou autre chose que les gens vont découvrir ou qu'on va découvrir après, là, dans le futur. Ben, c'est ça aussi, j'imagine que plus tu as une base de clients qui est élevée, plus le monde va essayer des choses différentes que tu n'aurais jamais pensé essayer. Souvent, c'est ça. Les use cases se découvrent après, tu sais. Puis là, l'entreprise peut choisir de pivoter ou de faire les deux, là, finalement. Fait que... OK. Ah, c'est bien intéressant. Pour en revenir, tu l'as mentionné brièvement, tu as fait des études en ingénierie. Ouais. Tu sais, c'est un domaine où la majorité des gens diplômés, ils vont choisir une carrière assez typique, plus traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller dans une voie complètement différente puis d'aller dans l'entrepreneuriat au lieu que d'aller en ingénierie typique? Fait que pour être honnête, moi, quand je suis sorti du cégep, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, OK? Mais fallait que je fasse un métier noble. OK? Donc, tu sais, avocat, médecin, ingénieur, etc. Puis le moins pire dans tout ça, c'était pour moi l'ingénierie, tu sais, parce que j'étais pas pire en maths, j'aime la physique, puis ces affaires-là. Donc, je me suis lancé là-dedans, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai jamais été passionné par l'ingénierie, tu sais. C'était plus la science en général qui me passionne.
Puis, tu sais, j'étais pas un élève modèle. Tu sais, moi, j'étais vraiment un C-student. Là. OK. Ah, big time. Là. Tu sais, j'ai toujours eu des bonnes notes toute ma vie avant, mais à rendu à l'université, je me forçais plus. Tu sais, j'allais plus aux cours, je faisais plus rien. Là. Fait que à Polytechnique, ils disent c'est soit les 4 pires années de ta vie ou les 7 meilleures. Fait que moi, j'ai choisi les 7 meilleures. C'est ça, tu sais, moi, après ça, bon, je savais que j'allais pas faire une carrière là-dedans. J'ai tout le temps, tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu une passion pour l'entrepreneuriat, avoir ma propre business, faire quelque chose. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y a 10 ans, genre, j'allais avec mon ami cogner aux portes pour laver des chars. Tu sais, pour faire 10$. Mais c'est le fait de le faire, tu sais, que t'es pas quelqu'un qui te dise quoi faire, ainsi de suite, qui m'a vraiment poussé là-dessus. Puis c'est ça, je dis souvent aux gens que je suis un ingénieur raté. Mais ben oui, parce que anyways, quand tu étudies en ingénierie, il y a un saying qui dit que tu vas utiliser peut-être 4% là, de qu'est-ce que tu as appris dans ta carrière. Moi, c'est comme moins que 1%, disons. Fait que ouais. Mais ça sert, tu sais, je veux dire, ça donne une façon de penser, une façon de résoudre les problèmes, une façon une méthodologie, une façon de voir le monde aussi. Que ça, je m'en sers. Ben, c'est clair tous les jours. Donc, fait que ton esprit entrepreneurial, tu l'as-tu toujours eu? C'était toujours inné ou est-ce que ça s'est développé un peu plus au fil du temps? Moi, je pense que ça s'est développé, mais j'avais tout le temps ce besoin-là. Ouais. Tu sais, soit de créer quelque chose, d'inventer quelque chose ou de faire ma propre sauce. Si tu veux qu'on le dise comme ça. Mais je viens zéro d'une famille d'entrepreneurs. Là, genre zéro pin bar. Là. OK? Puis même que au début, quand je lançais ma business, mes parents me disaient là, trouve-toi donc une vraie job. Là. T'as ton diplôme, là. Trouve-toi donc une vraie job. Ils ont comme pas vraiment cru, si tu veux. Je leur en veux pas, mais c'est parce que je viens pas d'une famille comme ça. Là. T'avais rien pour leur prouver que t'avais réussi non plus, tu commençais, right? Ouais, c'est ça, tu sais. J'aurais aimé qu'ils me disent on va t'encourager. Mais non, c'était plus le contraire. Au début. Maintenant, c'est oh mon Dieu, là. Julien, il fait ci pis ça, tu sais. Mais non, au début, c'était pas ça. OK. Ouais. Fait que c'est quoi les aspects, tu l'as mentionné brièvement, c'est quoi les aspects de tes études en génie qui t'ont aidé dans la conception de ta première machine? OK. Donc, moi, j'ai fait un bac en génie industriel. Génie industriel, c'est un peu comme un généraliste. OK? Tu touches un peu à tout. Ouais, c'est surtout de l'optimisation, etc. Mais il faut que tu connaisses les bases d'un peu partout, tu sais. Fait que la première année, tu as un cours de dessin industriel, OK? Qu'il faut que tu travailles avec AutoCAD, là, en 2D, en 3D, etc. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé, tu sais, parce que tu peux pas juste aller voir quelqu'un qui fabrique des affaires puis dire « Hey, fabrique-moi ça. » Tu sais, il faut qu'il y ait quand même un plan, quelque chose qui sache quelle grosseur, etc. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé au début, mais mes cotes étaient tout croche, puis tu le quittes, tu sais. Ça a juste donné comme un petit quelque chose. Modéliser aussi en 3D, tu sais. Ça a aidé aussi à voir à quoi ça pourrait ressembler au départ. Sinon, à part de ça, ben, c'est sûr que tout le thinking, je veux dire, on a un cours de thermodynamique. Tout ce thinking-là en arrière de la technologie qu'on a faite, c'est de la thermodynamique. Là. C'est vraiment de la chimie, la physique, de la chaleur, si tu veux. OK? Fait que c'est sûr que ça a aidé de comprendre ça. Puis moi, au départ, j'ai modélisé un modèle théorique sur Excel. OK. Avec certains produits. Donc, j'avais commencé avec de l'azote liquide au début. Parce que mon but, c'était fallait que ça gèle 1 once de vodka en 1 minute. C'était ça mon barème au départ. OK. Parce que d'un bar, d'un nightclub, comme j'avais, t'as pas le temps. Là. Tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre 5 minutes. Non. C'est trop long. Faut que ça soit en dedans d'1 minute. Puis même 1 minute, ça peut être long. Fait que c'était ça mon barème. Fait qu'au début, j'ai commencé à le faire avec de l'azote liquide. J'ai fait le modèle. Puis là, ça fonctionnait. 1 minute avec les surfaces, tout le kit. Puis là, ben, je suis comme OK. Ça fonctionne théoriquement. C'est le temps d'aller acheter de l'azote liquide. Fait que je me pointe chez Air Liquide. J'arrive au comptoir. Bonjour, j'aimerais avoir de l'azote liquide. Ils sont comme OK, t'as-tu un compte? T'es-tu une entreprise? Je suis comme non. OK, quelle sorte d'azote liquide? Parce que t'en as en thermos, tu sais. Ouais. Puis t'en as dans les grosses bonbonnes. Puis moi, ça m'en prenait qu'elle soit sous pression. Parce que il fallait qu'elle sorte de la bonbonne puis qu'elle aille dans la machine par elle-même. Ouais.
ou avec une pompe ou quelque chose. Fait que là, il dit, ouais, ben écoute, la plus petite bonbonne d'azote liquide sous pression qu'on a, elle pèse 400 livres, elle mesure 5 pieds de haut, puis elle vient sur roulette. Je suis comme OK. Ouais, puis ça coûte combien? Il est comme 800 pièces. Fait que là, moi, au début, j'étais étudiant, j'avais pas une scène, tu sais. Fait que là, je suis comme OK, bon, j'étais un peu déçu. Là, le gars au comptoir, il voit que, tu sais, que j'étais un peu déçu. Il est comme, qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi tu as besoin de ça? Et je dis, ben, écoute, j'ai eu cette idée-là, là, j'y montre mes plans, je dis, j'aimerais ça geler de la vodka. Il dit, ben, pourquoi tu n'essaies pas du CO2? Là, je dis, comment ça, du CO2? Il dit, ben, du CO2, là, liquide, quand ça décompresse, ça devient bien, bien froid. Mais il m'en dit pas plus. Je suis comme, OK, CO2. Fait que je retourne à la planche à dessin, entre guillemets, mon modèle thermo. Mm-hmm. Puis là, j'input toutes les datas du CO2. Ça me prend genre une semaine de trouver ça dans des livres, etc. Parce qu'ils s'entendent pas. Hein. T'as une donnée à une place qui est telle valeur, mais à une autre place, selon une autre étude, c'est telle autre valeur. Puis c'est des affaires comme assez pointues là, pour réussir à faire ça. Fait que là, je trouve tout ça, je mets ça dans le modèle. Colin, ça marche pareil. Même si le CO2 il est moins froid que l'azote, il échange plus de chaleur, si tu veux. OK? Fait que finalement, ça revenait au même. Puis le CO2, ça coûte 100 fois moins cher. Tu gardes une bonbonne là, pas de problème. Tu achètes ça, c'est quasiment au coin de la rue. T'en as des bonbonnes de CO2 chez vous avec ton Soda Stream. Exactement. Fait que là, je suis comme, oh my God, OK. Fait que là, j'ai construit finalement, ben ça, fait que tu me demandais comment l'ingénierie, ça l'a aidé. Ben, ça a aidé surtout pour le début, tu sais, valider, genre, ça va-tu marcher cette histoire-là? Puis finalement, ben, j'ai fait construire un petit prototype. Je l'ai essayé avec une bonbonne de CO2, ça a marché une fois. Après ça a pu marcher. Parce que dans le fond, le problème, c'est que le CO2, il cloguait dans le tube. Il fait comme de la glace sèche. Ah ouais? Ouais. Fait que là, ça a pris, avec le peu de budget que j'avais, ça a pris 4 ans avant que j'aille quelque chose qui marche tout le temps. Aïe! Ouais. Ben oui, parce que tu sais, c'est toutes des histoires de. Le gaz, là, ou les liquides, les fluides, on va appeler ça les fluides, là, c'est bien capricieux. Tu comprends? C'est un petit trou là, qui n'était pas de la bonne grosseur ou une petite fuite ou n'importe quoi, là, ça marche pas. Fait que surtout les trucs cryogéniques comme ça. Ouais. Fait que ouais. Aïe! Voilà. C'est assez tricky. Juste à t'entendre parler, je savais pas tous les débuts de ça. Puis, aïe, t'en as vu déjà, dès ton départ, t'avais déjà des obstacles qui venaient se mettre devant toi. Là. À chaque fois, c'est ça. C'est que tu vas tout le temps rencontrer des obstacles. Il faut que tu les surmontes parce qu'il y a le saying aussi qui dit si c'était facile, tout le monde le ferait. Mm-hmm. Voilà. Fait que pour en venir, y a-tu des compétences ou des connaissances spécifiques que tu as pu appliquer dans ta création de ta business? Parce que tu as étudié l'ingénierie industrielle. Fait que est-ce que ces concepts-là te servent aujourd'hui pour l'optimisation? Puis. Ouais, ben, tu sais, oui, on a des cours de prix de revient là-dedans. On a des cours, justement, d'optimisation, mais c'est pas de l'optimisation comme tu fais en secondaire 5, là. C'est différent, là. Non, moi, je te dirais que le cours de génie industriel m'a pas tant aidé à bâtir la business. La business, je l'ai plus appris sur le tas après, là. Tu sais, je me compare aujourd'hui ce que je sais en business versus au départ, là. My God. C'est le jour et la nuit, là. Ouais, j'ai vraiment appris sur le tas avec des mentors en se plantant. Tu t'es planté une couple de fois. Là. Ah ouais, fait solide. OK. Ouais. On va prendre un peu de l'innovation. Il y a UFrost. Tu sais, le processus de création d'un produit comme le tien, c'est assez impressionnant. Tu sais, c'est pas quelque chose de commun. Tu peux-tu nous expliquer comment ta machine fonctionne puis comment elle est spéciale par rapport au... OK. On va partir de ce qui existe déjà. OK? Des surgélateurs industriels. Toute la bouffe que tu achètes à l'épicerie qui est congelée, là, elle a été surgelée. Si elle n'a pas été surgelée, elle a été congelée lentement, mais c'est sûr qu'elle n'est pas bonne. OK? Il y en a, mais la plupart, comme les petits fruits congelés que tu achètes, là, c'est surgelé. Fait que ça, comment ça marche? Des grosses machines, grosses comme la pièce ici. C'est des convoyeurs, ils mettent les petits fruits là-dessus, puis ils shootent par en haut, genre, puis ça ressort à l'autre bout. OK? Ça, c'est ce qui existe présentement. Le problème avec ça, c'est que, puis tu vas le remarquer, quand tu achètes les petits fruits à l'épicerie, tu en as tout le temps quelques-uns là, qui sont tout mous, tout pas beaux. Ça, c'est parce que la surgélation, elle n'a pas été bien faite. Puis même dans les légumes, etc., des fois, tu as des bouts qui sont pas bons. OK? Ça, c'est parce que c'est pas super bien fait, parce que c'est un convoyeur, ça shoot par le top. Puis oui, ça fait un job correct, mais c'est pas optimal. Nous autres, c'est que c'est fait dans une chambre. Fait que le fluide réfrigérant, il va partout autour
de la chose qui est gelée. Puis vu que c'est contenu, c'est pas dans une grosse patente, ben c'est bien plus efficace. OK? Comment ça marche? Fait que le CO2, quand il est compressé, il devient liquide. OK? Puis ça, tu peux même le voir toi-même. Là. Mettons que tu pognes une bouteille d'eau vide, là. OK? Vide. Puis tu souffles bien fort dedans, là, tu vas voir un petit peu d'eau apparaître dans le fond. Ça, c'est l'eau qui est dans l'air qui vient se compresser. Mais quand tu le fais vraiment fort, donc le CO2, c'est comme 835 PSI, là, OK. ben il devient liquide. Fait que dans les bonbonnes que tu achètes, il y a du liquide. Moi, dans ma bonbonne, il y a un tube qui va chercher le liquide dans le fond puis qui l'amène direct à température, à pression ambiante. Puis quand il fait ça, il y a deux choses qui se passent. Tu as une première réaction exothermique. Exothermique, ça veut dire qu'il crée de la chaleur. OK. Les réactions chimiques, là, quand tu mélanges de quoi, c'est soit exothermique, endothermique ou rien. OK? Ça va faire du froid, faire du chaud ou rien. OK? Fait que c'est ça. Fait que le liquide, quand il arrive à la pression ambiante, il fait deux affaires. Il en fait une exothermique, donc il crée de la chaleur. Ça, c'est de liquide à solide. Il fait de la glace sèche ou de la neige sèche. Je sais pas si tu as déjà joué avec ça, de la glace sèche, de la neige carbonique. Là. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Mais quand il passe de liquide à gaz, là, il vient chercher une grosse drop de température, à peu près moins 98 là, au pic. Oh, wow. OK? Fait que nous, on optimise ça. Dans le fond, c'est qu'on a construit quelque chose qui fait en sorte que la réaction endothermique de ce changement de phase-là, elle est optimisée. Dans une chambre, dans une boîte. Parce que l'affaire, c'est que c'est ça. Moi, pourquoi ça a pris 4 ans à développer, c'est que ça cloguait. Comment tu le fais d'une boîte sans que ça clogue dans le fil? Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine évacuation. Puis nous, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé au niveau des systèmes de buse, puis les grosseurs de fil, puis ainsi de suite. Ça a vraiment été du gossage. Aïe. Pendant longtemps, ouais. Fait que je sais pas si ça explique là, comment ça marche un peu. Ouais, ben ça donne une bonne idée de comment ça marche. Combien de prototypes t'as dû faire? Oh boy. T'as dû 4 ans, t'as dû en faire une avant que ça marche tout le temps, j'ai peut-être 4-5. 4-5? Ouais. Puis avec le modèle qu'on a ici aujourd'hui, au-dessus d'une quinzaine, peut-être même 20 itérations. Ouais. Hey, c'est demandant quand même, là. Ben, c'est sûr que c'est juste long. Fait que ce qu'il faut que tu fasses quand tu as une business de hardware comme ça, c'est qu'il faut que tu sois capable de générer des revenus tôt dans ton aventure. C'est comme nous autres, la première machine qu'on a faite était grosse. OK? C'était en forme de U. Le gros U, là. Le gros U. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé ça U-Frost. OK? Parce que je me suis dit, le U, ça va être l'évacuation. Faut que ça sorte, le CO2. Ouais. Ça fait un show, c'est le fun c'est aussi. ça. Fait que tant mieux que ça sort par en haut, ça fait un petit truc parce que la fumée, elle redescend en plus parce qu'elle est frette. T'sais. Fait que ces grosses machines-là, nous, notre but au départ, c'était des vendre. On est comme, yes! Notre produit est prêt, let's go. On s'en va à Las Vegas, on s'en va vendre ça, tu sais. Fait que là, le monde, ils regardent ça, ils font comme, ouais, c'était ben trop gros, mettre ça dans mon bar. Comment ça marche? Ah ouais, il faut que tu restes à côté, puis que ta ferme, l'ouvres toi-même. On est comme, ben ouais, man. C'est comme, non, on pourra jamais utiliser ça, tu sais. Fait que là, on en a vendu quand même quelques-unes, OK? Dont une à Tom Sandoval de, comment il s'appelle? Vanderpump Rules. C'est un gros show aux États-Unis, là. C'est une twist des Desperate Housewives. Anyway, on en a vendu une à lui. Lui, il était bien excité de ça. Mais là, on se rend compte qu'on pouvait pas vendre ça. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu as développé quelque chose, tu as investi des centaines de milliers de dollars pour développer ta patente. Fuck, ça se vend pas. So, là, un peu par la force des choses, cet été-là, moi, je me suis dit, OK, ben c'est fini pour moi l'entrepreneuriat. Faut que je me trouve une job, tu sais. Fait que je suis allé travailler en vente. Puis pendant cet été-là, le Château Frontenac nous appelle. Ils sont comme, hey, ta machine, là, je l'achèterais pas. Mais viendrais-tu avec faire un service? On veut faire de l'apérole spritz gelé. OK. Combien tu nous paierais pour ça? Je vais vous payer 600$. OK. Fait qu'on est allé. Là, on a vu que ça fonctionnait. Fait qu'on s'est dit, OK, ben notre machine n'est pas vendable encore. Faudrait travailler dessus. On n'a plus de cash. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait des événements. Fait que là, on a parti un service événementiel qui roule encore aujourd'hui. Depuis, on a parti ça comme fin 2017, début de 2018. Pour
te dire. Fait que c'est juste pour te dire que quand tu fais un hardware, les chances que tu te trompes la première fois sont quand même grandes. Fait qu'il faut que tu sois capable de générer faut que tu pivotes, faut que tu sois capable de générer du revenu avec ce que tu as fait. Nous, par la force des choses, je veux pas dire par chance parce que j'ai ça, là, mais ouais, par chance, on a réussi à comme pivoter puis en faire quelque chose. Puis ça nous a donné du cash qu'on a réinvesti pour développer. Ça a pris bien du temps. Ouais. La petite version qui est là, si vous allez sur Instagram, là, surtout, vous allez la voir, là, la petite machine. C'est pas plus gros qu'une machine à café. Ouais. Puis tu pèses sur un piton. Là. Fait que, Aussi simple que ça. that's it. Tu mentionnes on. T'avais-tu déjà une petite équipe à ce moment-là? On était comme 2 jusqu'en 2020. Donc, de 2017 à 2020, on a tout le temps été 2. Okay. L'autre personne avec moi a changé au fil du temps. Mais à partir de 2020, quand la pandémie est arrivée, ben là, nous autres, les subventions, ça pleuvait. Ouais. Fait qu'on s'est comme un peu financé comme ça, puis on a pu grossir notre équipe. Puis quand la pandémie est terminée, on était début 2022, là, on était une équipe de 7. On est monté genre à 20. Puis là, on est redescendu à 10. OK. Ouais, aujourd'hui. OK. On va reparler un peu plus tard. 10 à temps plein, là. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu sur votre setup, il y avait quand même des visages que je ne reconnaissais pas. Fait qu'il y a une petite expansion. Là. Ouais, on va t'en parler. Cool. Tu as parlé justement de pivoter. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour rester tout le temps à la pointe de l'innovation dans un secteur qui comme, doit tout le temps être en constante évolution? Ben, c'est sûr que nous, par la nature de notre produit, les gens n'avaient jamais vu ça. Là. Ouais. Fait que c'était pas compliqué. Moi, je faisais un cold call, mettons, j'appelais une firme événementielle, je disais, hey, as-tu déjà vu ça de l'alcool gelé? Non. La journée, t'as montré ça à ton bureau. C'était pas plus compliqué. Fait que là, j'arrivais à leur bureau, je leur faisais des 2-3 shots. Hey, on pense à un événement. Fait que là, boum, commence à faire un événement. Fait que, comment tu restes à la pointe? Je pense pas que je peux répondre à cette question-là parce que moi, mon truc, en tant que tel, c'est une affaire que les gens avaient jamais vue. Est-ce qu'il faut que tu sois à la pointe de l'innovation, c'est-à-dire la nouvelle patente? Moi, je pense pas. Moi, je pense que ce qu'il faut que tu fasses, c'est avoir quelque chose de différent. C'est pas nécessairement d'améliorer un truc tout le temps. C'est d'avoir quelque chose de différent, de useful, of course. Là. Mais c'est ça qui te donne un edge, de faire quelque chose de différent. Ouais. T'as-tu de la compétition présentement similaire à toi? Pas présentement, mais il y en a déjà eu. OK? Ils n'ont pas été capables de survivre. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un gars en 2010 qui a eu l'idée de faire des glaçons de vodka pour mettre dans ta vodka. Okay? Il y a eu comme cette idée-là que moi, j'ai eu comme 3 ans plus tard. Non, peut-être qu'il y a eu l'idée comme même avant ça, genre 2005, mettons. Okay? Fait que lui, il a parti une machine que, dans le fond, si tu faisais des glaçons, à chaque 20 minutes, ça te sortait 4 glaçons de vodka. Puis c'était vraiment un concept qui s'appelait In the Rocks. Okay? C'est que tu buvais ta vodka, pas On the Rocks. In the Rocks, c'est que ta rock, c'est de la vodka. Okay? Mais le problème, c'est que sa machine, lui, il fallait que tu vides une bouteille de vodka complète dedans, puis ça te sortait des glaçons comme une machine à glace. T'avais pas de versatilité. Après ça, tu veux geler du rhum, tu peux pas. OK? Puis l'autre chose aussi, c'est que lui, il est aux États-Unis, fait qu'il a vraiment levé là, des sommes faramineuses d'argent pour développer son produit, mais il a jamais pu le commercialiser parce qu'il y avait du gaz comprimé et de l'électricité qui est branchée dans le mur. OK? Fait que là, il fallait qu'il passe des millions de certifications, puis je pense qu'il n'a pas réussi à se rendre au bout. Mais il allait tout le temps, chaque année, au même show à Las Vegas. Il y avait du monde, des influenceurs qui l'endorsaient, tout le kit. Mais je pense qu'il n'a jamais vendu une machine. Je veux pas non plus parler à travers mon chapeau, là, mais il me semble que c'est ça, c'est l'histoire. Fait que lui, en 2018, quand moi je commençais, il est mort. Puis moi, mon produit, il n'y a pas d'électricité, entre guillemets. Il y en a, mais c'est en dessous de 20 volts. Fait que c'est considéré comme pas d'électricité. C'est une batterie de drill, ça se peut-tu? Une batterie de drill. Ça, j'ai vu durant les protestations. C'est une batterie de drill de Walt. Ça marche très bien pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que vu que tu n'as pas besoin de le brancher dans le mur, tu n'as pas besoin de passer ces certifications-là. Puis moi, j'ai même un rapport écrit du CRIC, là, qui est ici au Québec, qui s'occupe de ça, qui dit non, c'est beau, toi, tu peux commercialiser tout de suite. Wow. Fait que j'en ai déjà eu. Il y en a pas en ce moment qui font ce qu'on fait. Il y a de la compétition indirecte, si tu veux, là. Mais c'est vraiment pas la même. C'est vraiment pas la même affaire. OK. T'es un peu genre un lone wolf là, présentement. Là, pour l'instant, là, je suis bien comme ça. Puis si je pensais à ça aujourd'hui, en plus, j'étais comme, mon Dieu, quand il va y avoir de la compétition, comment je vais filer? S'il y en a un jour. Mais
on est bien protégé. On a déposé des brevets au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne puis en Angleterre. OK. Les brevets sont granted. Là. Oh, wow, OK. Ouais. C'est pas, Fait que, OK. C'est pas pending, là. C'est déjà... Non, c'est granted. Là. Wow. Les premiers brevets, on a déposé ça comme en 2014, dis-toi, aux States. Puis on l'a obtenu en 2021. Aïe, aïe, c'est... En 7 ans. C'est longtemps, ça, attendre ton brevet. C'est là. un autre bac en ingénierie. OK. Ouais. Comment est-ce que tu t'assures de, mettons, que ton produit il soit comment dire, innovant auprès de tes clients, puis que ce soit tout le temps à l'attente de tes clients? Mhm. Ben ça, c'est de toujours être à l'écoute du marché, des nouvelles trends, puis d'être toi-même ton premier client. OK? Si tu inventes une patente ou que tu pars une business, puis que tu n'es pas comme ton premier T'es pas client, vendu tu l'utilises pas, ben comment tu veux rester au fil sur la pointe, comme tu dis tantôt, Ouais. là? Fait que c'est ça, vraiment, la technique, c'est d'être à l'écoute de ce que le marché dit, puis de vraiment toi-même utiliser ton produit, de toujours retomber en amour avec ton produit Ouais. pour tout le temps continuer à créer des nouvelles affaires avec. Basically. OK. C'est comme ça que tu fais. OK. C'est intéressant de ce point de vue-là. Si on shift, on le va plus vers côté entrepreneuriat, levée de fonds. Mhm. On a parlé brièvement de ton équipe. Tu m'avais déjà mentionné que vous avez déjà fait des rondes de financement. Ouais. Vous avez déjà levé plus d'1,5 million pour une première ronde de financement. Quelques années, ça se peut-tu? Non, en fait, en financement privé, au total, on est en bas d'1 million. Là. On OK. est à 735 000 OK. au total. Mais avec les subventions, Ouais. qui sont quand même difficiles à obtenir au Québec, là. Oui, il y en a beaucoup, mais on va les chercher. Là. Avec les subventions totales, on est peut-être autour de 2 millions de levées. Là. OK. Tu comprends? OK. Mais ça, c'est un choix de nous autres. On aurait pu lever plus d'argent privé, mais tu te dilues. Tu La dilues beaucoup plus, subvention, elle ne dilue pas, elle. Tu comprends? OK. C'est comme ça, tu joues smart. Ouais. C'était quoi, mettons, ça, toi, c'est quoi qui a convaincu les investisseurs de te suivre dans cette aventure-là? OK. Très bonne question. Quand j'étais comme quand on était au début, là, 2018, 2019, etc., on a comme gagné des petits concours, des petites affaires, Ose entreprendre, toutes ces affaires-là. Puis un moment donné, on a été choisi dans Adopt Inc. Okay? Adopt Inc. était un programme qui était lancé par Nicolas Duvernois puis Anne Marcotte, que je salue, que j'apprécie beaucoup. Ça a vraiment été le catalyseur de OK, on a quelque chose de sérieux. On n'est plus comme un hobby. On n'est pas une entreprise, mais on a quelque chose de sérieux. T'sais. Puis en plus, là-dedans, tu as comme un réseau, un network d'autres entrepreneurs qui vont potentiellement lever du cash. Fait que comment ça fonctionne? Puis avant ça, écoute, j'essayais, là, j'allais voir du monde. Hey, on veut un financement. Mais je savais zéro comment faire ça. Fait que la réponse était tout le temps non. Non, non, non. Mais à partir de ce moment-là, quand mon réseau a commencé à grossir, ben là, par la bande, etc., tu commences à connaître un petit peu plus de monde. Le monde t'éduque aussi sur comment bien faire une levée de financement. Ça a commencé un petit peu comme ça. Jusqu'à temps que, pendant la pandémie, à la fin de l'été 2020, je suis dans un parc avec ma machine. Puis mes chums. OK. Puis on a du fun, on prend une bière à 2 mètres de distance, tu sais, mais ma machine est là, puis je l'utilise, puis il y a du monde qui passe. Hey, c'est quoi ça? Non, non, non. Un moment donné, il y a un monsieur qui arrive, fait comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Là, je dis, on gèle l'alcool, on a du fun. Il dit, cherchez-vous du cash? Oui. Ça a commencé comme ça, puis aujourd'hui, cette personne-là est toujours notre partner, puis ça, écoute, ça m'a beaucoup, beaucoup éduqué à ce moment-là. Sur comment structurer ce qu'on appelle un cap table, là. Donc ton actionnariat, comment refaire ça de bonne façon parce que la business, disons, qu'elle était mal partie, là, elle était comme mal née, si on veut. Fait que lui a aidé à tout refaire ça. Puis il nous a fait des intros, puis ça a commencé comme ça. Fait que la première ronde, vraiment, c'est en grande partie grâce à lui. Puis l'autre côté, la deuxième moitié, c'est moi qui est allé le chercher. OK. Puis après ça, on a fait une première ronde de 300 000. Okay? Ça a comme starté, si on veut, la business de façon comme plus sérieuse. Là, on était une business. T'sais. Puis cette année-là, on a fait notre premier million de chiffre d'affaires. Oh. Ouais. Fait que après ça, il y a peut-être un 18 mois. 18 mois. Je me suis inscrit à Startup Fest.
puis j'ai gagné Startup Fest, Best of the Fest. Oh, Fait félicitations. que là, c'est ça. Fait qu'avec eux autres, en fait, ils investissent dans ta compagnie. Là. Ils disent que c'est un prix de 100 000, mais c'est plus un investissement, en fait, de 100 000. Là. Ben, avec ce réseau-là, j'ai levé, en plus d'eux autres, un autre 435 000 pour un total de 735 000. Wow. Fait que, mais rendu là, je veux dire, la business était vraiment plus sérieuse. Là. Plusieurs millions de chiffres d'affaires, puis un produit là, qui est là, qui est physique, qui marche, une équipe de bâti, un bureau, tout ça. Fait que c'était plus facile à ce moment-là, mais au départ, puis c'est toute une science, hein, le financement des startups. Là. C'est pas comme le financement traditionnel, c'est toute une science. C'est assez spécial comment ça fonctionne, mais tout ça, je l'ai appris sur le tas avec les années. Là. OK. Ouais. Puis as-tu... Comment dire? C'est quoi les prochaines étapes? Tu comptes-tu faire une autre ronde de financement prochainement? Puis c'est quoi les prochaines étapes pour te rendre jusqu'à là? En fait, on en fait une en ce moment. OK. Dans le fond, on a des gros investisseurs qui sont intéressés à nous financer. Le problème, c'est que leur chèque minimum, c'est genre 3 millions. OK. Okay? Ça, c'est des mondes plus sérieux, puis on a eu des confirmations genre oui, je veux investir, mais pas tout de suite. Prochaine ronde que vous allez faire. Okay? Mais là, nous autres, il faut se rendre à la prochaine. Il faut se rendre là. Fait que là, on fait une petite ronde avantageuse pour ce qu'on appelle des angel investors, là, okay, qui veulent prendre un petit peu plus de risques, mais qui vont faire un bon markup quand même à la prochaine ronde. Okay. Fait que là, les prochaines étapes, c'est ça, c'est qu'on fait une petite ronde, on veut perfectionner une petite affaire, le produit, qui soit plus user-friendly qu'il l'est en ce moment. On veut, là, on vient de commencer à faire du marketing ces réseaux sociaux, ça marche bien. Des trucs à peaufiner aussi là-dessus, si on veut vraiment trouver notre voie, là, si on veut là-dessus, puis grossir un peu l'équipe de vente. Puis avec ces trois affaires-là, on va être prêt pour un plus gros financement, je te dirais peut-être l'été prochain. OK. Ouais. Ça m'évite. Mais c'est toujours ça, une start-up, dans le fond, surtout une start-up qui a des grandes ambitions de croissance, là, c'est tout le temps, il faut que tu te rendes à ta prochaine ronde de financement puis que tu accomplisses les milestones. Ouais. Puis c'est pour ça que 97% des business en start-up fail. Je sais pas si tu savais. Ben, c'est parce que probablement qu'entre deux rondes, ils n'ont pas pu atteindre, puis ciao, bye. C'est toujours un sprint. Toujours. C'est un rat race, man. C'est un rat race tout le temps. C'est tout le temps, là, OK, tu reçois le cash. Moi, c'est ça que je montre à mes employés. Il y a comme 4 phases d'une start-up. Tu as la phase de la dépense. Tu viens de recevoir ton financement, tu dépenses. Tu grossis ton équipe, tu dépenses dans plein d'affaires. Après ça, tu exécutes. Après ça, tu regardes en arrière et tu dis OK, on a-tu bien fait ça, etc. Si tu as mal fait ça, tu vas avoir une phase de famine. Puis de cash. Puis là, tu dois aller beg pour trouver de l'investissement, ce qui est vraiment pas agréable. Mais si tu as bien fait ça, tout de suite après, normalement, tu reçois un autre financement, puis là, tu repars. Dépense, grossis, va chercher plus de clients et ainsi de suite. Pour après ça, faire ce qu'on appelle le exit. Deux façons d'exit positivement. C'est soit de te faire racheter par un plus gros ou d'aller public. Puis l'exit négatif, ben, c'est la faillite. Voilà. Ce qui arrive à beaucoup de gens, malheureusement. Ce qui arrive à 97% des gens, hein, quand même, là, qui se partent quand même énorme, là. En start-up. Pas qui se partent en PME. PME, la stat, c'est différent. Mais en start-up là, de hyper-croissance, là, c'est 97% qui réussissent pas. Aïe, aïe. Ouais. C'est tough. C'est tough. Je pense que tu l'as mentionné, mais je vais quand même mentionner son nom. Jean-Luc Vallée. Oui, Valex. Oui. Jean-Luc Valex. Oui. Un ancien directeur exécutif chez Nespresso. Ouais, CEO. CEO. Ben, il s'appelait lui, parce que lui, c'est en France, là, c'était BEO. BEO, ouais. OK. Il a été chez... C'est comme l'équivalent d'un président, là. Ouais, OK. Il est rendu aujourd'hui senior advisor chez Ufrost. Ouais. Comment tu as réussi à attirer quelqu'un d'aussi expérimenté de son projet? Tu te souviens le gars dans le parc? C'était lui. Non. Ah. C'était pas lui. Ça aurait été débile. Non, mais c'est quelqu'un qui le connaissait d'une ancienne vie. Fait qu'il l'a contacté. Tout de suite, Jean-Luc, il a fait comme OK, ça, je trouve ça cool. Fait que ça, c'est une histoire, mon gars. On est allé le voir en Suisse avec ma machine, les premières machines dans mes valises, pas déclarées. OK. Là, il fallait trouver du gaz là-bas. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé des bonbonnes, je les ai shippées là-bas. J'ai trouvé une place en Allemagne qui les remplissait. Fait que moi, j'arrive en France, OK? Là, je reçois mes bonbonnes là-bas. Faut que j'aille en Allemagne les faire remplir. Puis après ça, j'étais allé en Suisse rencontrer Jean-Luc.
Puis après ça, je suis revenu en France, tout dans la même journée. Aïe, aïe. C'est juste pour te dire comment les trucs sont proches là-bas. Là. Ouais, Ça, ouais. c'est une aventure assez débile. Ça peut être stressant quand même, là. Ben oui, parce que là, chaque étape peut avoir un fail. Imagine, Ouais. j'arrive à l'aéroport, ma machine n'est pas là. Imagine, je sais pas moi, mes bonbonnes sont pas là. Ouais. Imagine quand j'arrive pour passer, quand j'arrive pour faire remplir là-bas, ça marche pas. Mais tout a bien été jusqu'à temps qu'on rencontre Jean-Luc, qu'on lui fasse une petite démo, puis il a dit les gars, moi j'aime ça. On est allé manger après, puis aujourd'hui, je le compte vraiment comme un ami. Là, Oh. Il m'appelle, on parle de stratégie. C'est sûr qu'il est à 70 000 pieds dans les airs, là, ce gars-là. Là. Mais vraiment des très très bons insights, etc. M'a beaucoup aidé avec ça. Puis il croit au produit parce que lui, il était là dans les débuts de Nespresso. Puis il a vu toute l'évolution, puis il voit le même chemin pour nous autres. C'est juste de toffer puis de continuer. Wow. Ouais. OK. Fait que tout ça grâce au monsieur dans le parc. Le monsieur dans le parc. Parce que t'es sorti avec tes chums, faire un petit coup dans le parc. Mais ça C'est vrai. revient à, si tu utilises ton produit, il y a des belles choses qui vont Exactement. arriver. Ça revient à ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est le key point à retenir. Mm. L'équipe joue souvent un rôle crucial dans le succès d'une entreprise. Comment est-ce que tu as bâti ton équipe chez YouFrost? Puis c'est quoi les principales difficultés que tu as rencontrées en chemin? Très bon sujet. Écoute, j'ai commencé avec des étudiants. OK? Au début, tu n'as pas trop de sous. Des étudiants qui font des projets ou qui viennent de sortir de l'école ou qui cherchent un stage, ça coûte pas cher. OK? Fait que j'ai commencé à bâtir mon équipe comme ça. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, là, c'est... j'en veux plus d'étudiants. Ouais. Mais au début, c'était ça, puis ça fonctionnait bien. Jusqu'à temps qu'il y ait des petits problèmes, si on veut, dans la culture d'entreprise. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris au départ, d'avoir une culture qui est bien assise. Puis ça doit, malheureusement, refléter les valeurs du président. Okay? Les valeurs de l'inventeur ou du comité, du board, etc. Tête, là. Ben oui, parce que sinon, tu te sens pas bien là-dedans. OK? Fait que moi, dans le fond, les valeurs qu'on avait mises en place, ça résonnait pas trop avec moi, mais j'endurais, puis un moment donné, mais il est arrivé un gros clash. Je veux pas appeler ça une mutinerie, là, mais c'était quasiment ça. Là. Ah ouais. Ouais, puis là, j'ai dû renvoyer. Il y en a qui sont partis, puis il y en a comme la moitié de mon équipe en une journée. Aïe, aïe. Ouais, ça, C'est rough, ça. c'est vraiment pas drôle. Moi, le RH, là, les ressources humaines, c'est ce que j'aime le moins. OK, dans l'entrepreneuriat. Puis c'est ça. Puis après ça, ben là, on a voulu... Puis là, l'autre erreur, l'autre côté, on a engagé des gens full seniors qui coûtent la palette, mais qui ont ramené 0 résultat. Fait que les erreurs, je les ai faites des deux bords. Là, on a une culture qui est pas mal plus établie avec des valeurs établies d'entreprise. Puis les gens qui sont là en ce moment fit autant du côté talent que du côté seniorité, si tu veux. Là, on est au bon point. Mais malheureusement, une start-up, ça évolue très, très vite. Puis c'est pas rare que tu doives remplacer, peut-être pas toute ton équipe, mais des gens dans ton équipe au fur et à mesure que l'entreprise grossit parce qu'ils peuvent plus suivre. Ouais. Tu comprends? Leur rôle va changer, leur responsabilité va changer. Malheureusement, il faut que tu le fasses, il faut que tu restructures, puis que tu aies toujours un A-team avec toi. Fait que tu as parlé des valeurs. C'est quoi les valeurs que tu recherches? Ben, chez YouFrost, c'est des valeurs, en ce moment, des valeurs de pirates. OK. OK. Loyauté, persévérance et honneur. OK? Pourquoi est-ce qu'on a ces valeurs-là? C'est que ça change tellement en ce moment, ça grossit tellement vite, ça va tellement rapidement. Une journée, on fait A, l'autre journée, on fait B, que c'est vraiment des valeurs comme ça qui tiennent une équipe ensemble dans l'adversité. Parce que c'est pas facile, là. C'est pas facile physiquement, c'est émotionnellement. C'est des montagnes russes émotionnelles, puis c'est pour tout le monde. Fait qu'avec des valeurs solides comme ça, qui sont plus basées comme sa fraternité, là, ça va mieux. T'sais. On passe à travers les eaux troubles mieux ensemble, basically. Puis ça fait peut-être 18 mois, là, justement, là, que ce changement-là a été fait. Et honnêtement, ça tient le coup. OK. Ça tient le coup. Versus c'est avant les anciennes valeurs, il avait duré peut-être 6 mois. Juste pour te dire. Du là où s'aligner ses valeurs, puis de juste stick to it, c'est important. Puis de les incarner aussi. Les incarner aussi. Tu sais, tu peux pas incarner des valeurs qui sont pas propres à toi,
Puis il faut que ton entreprise, tes employés aussi les incarnent. Puis il faut que dans ton critère de recrutement, dans tes critères de sélection, il faut que ça soit clair, ça. Il faut que la personne fit là-dedans. Là. Ouais. Sinon, surtout quand tu es une petite équipe en bas de 10, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, un moment donné, on a commencé, on était 7, on est monté à 20 à temps plein. Ouais. Mais 20, c'était trop, là. Il y a du monde qui se pognait le cul. T'avais pas besoin de 20 à ce moment-là. Non, vraiment pas. OK. Mais ça coûtait pas cher. Fait que, go, on engage. Puis finalement, après le swap, on a rediminué à moins de 10. Là, on est rendu 10. Mais on a une cinquantaine de personnes qui sont à temps partiel sur la route qui travaillent avec nous. Là. OK. Beaucoup plus facile à gérer, ces gens-là. Ouais. C'est vraiment la dynamique de bureau qui tu sais pas, là, une journée, il y a un gars qui est de mauvaise humeur, une fille qui est de mauvaise humeur, peu importe. Puis là, ben, ça change la dynamique. Puis là, la performance. Puis là, c'est comme un effet domino là, qui peut arriver. Là. En tout cas, moi, c'est pas ma force. Okay. Je suis capable de le reconnaître. Là. C'est tu pas ma force. cette partie-là, mettons. Là, en ce moment, j'ai pas le choix de le faire. Là. Okay. Je pense que je fais quand même une bonne job, mais disons que c'est pas dans mes forces. OK. Ouais. Ben, c'est bon que tu le reconnaisses. Of course. c'est au début de toute chose, c'est de le reconnaître. Ouais. Tu m'as mentionné que la collaboration stimule l'innovation. Oui. T'as mentionné ça? Je pense pas que je l'ai mentionné, je pense que je l'ai pris sur ton site. OK. Tu peux-tu nous parler d'un moment où que la collaboration au sein de ton équipe ou avec un partenaire a fait une grande différence pour YouFrost? Regarde, récemment, on en parlait tantôt hors ronde, là, on a commencé à faire une collab avec Lloyd Von Rose, qui est un mixologue qui est passé sur Netflix, qui est propriétaire du Tattle aussi, que je vous invite à aller, qui ont une machine. Il a commencé à faire des reels avec nous autres, des posts Instagram. Puis écoute, depuis ce temps-là, on reçoit des appels de Puerto Rico, États-Unis, Taïwan. I want machine. It's not ready yet. Fait que, non, ça a donné des excellents résultats. Puis on l'a essayé dans le passé, là, de faire des posts, de faire des collabs, des affaires, décider ça. Ça n'a jamais fonctionné. Puis là, tout d'un coup, bam, la bonne personne, le bon timing, le bon format, ça donne des résultats. Fait que ça, c'est vraiment un exemple de collaboration. Puis notre produit en tant que tel, il est innovant, tu sais. Fait que lui, quand il montre des nouvelles affaires, les gens sont super curieux. Ouais, c'est quoi cette machine-là? C'est quoi ça? Comment il a fait pour geler son Bloody Caesar? Là, il va faire bientôt un truc avec une grosse sphère. Là, il m'a pas dit qu'est-ce qu'il allait faire, mais ouais, ça va être cool. Puis tu sais, les gens, ils ont jamais vu ça, là, tu sais. Des formes comme ça, des couleurs, des affaires de même. Fait que c'est sûr que ça stimule la pensée des gens à innover puis d'acheter notre produit. By the way. Ah, c'est hot, ça. Ouais. OK. Si on y va vers la vision ou la mission de YouFrost, tu m'as dit, tu compares ta machine à un micro-ondes du froid. Ouais. C'est quoi que ça signifie pour toi? Puis comment est-ce que tu vois ta technologie évoluer dans le futur? Parce que présentement, tu es encore B2B. C'est où que tu te vois, mettons, là, évoluer dans le futur? C'est sûr que nous, c'est ça. Le plus vite, on est capable de se rendre en B2C, mais il faut le faire bien. OK? C'est ça la vision de YouFrost. C'est une machine sur chaque comptoir de cuisine à la maison. OK? Pour les use cases que je t'ai mentionnés tantôt, là, préservation, création, faire de la glace en 5 secondes, des popsicles santé en 2 minutes pour tes enfants qui chialent. Papa, je veux un popsicle. C'est plein de sucre, ça te tente pas d'aller à l'épicerie, t'as mettre du jus d'orange là-dedans. That's it, ça va être un popsicle santé. Puis la texture est incroyable aussi, vu que c'est gelé très rapidement. C'est pas les cristaux, Fait que la vision, c'est ça. Nous autres, on travaille très, très fort en B2B en ce moment pour apprendre sur notre propre produit parce qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on a dans les mains. On a des indices, etc., mais le produit final, on le connaît pas. Fait qu'on le construit. C'est l'expression, tu sautes de l'avion puis tu construis ton parachute en tombant. Ouais. C'est un peu ça qu'on fait. Okay. Mais la vision finale, c'est vraiment de rentrer en B2C. Okay. Mais on va potentiellement se faire acquérir avant ça ou au début de ça. Là. OK. Ouais. Y a-t-il un secteur en particulier ou une industrie que tu aimerais aussi concurrer avec ta technologie? C'est sûr qu'on est dans le F&B en ce moment, là, Food and Beverage. Peut-être qu'éventuellement, comme j'en ai parlé tantôt, les labs, le médical. Mais moi, je viens pas de cette industrie-là. Fait que, I don't know, je la connais pas. T'sais. Si ça vient organiquement, pourquoi pas? Mais ça serait peut-être un autre avenue qu'on pourrait aller vers. Ouais. OK. C'est quoi l'impact que penses-tu que YouFrost pourrait avoir, mettons, sur la scène internationale, sur les plans d'expansion globale, mettons?
Ben, nous, on veut aller partout où on a des brevets. Fait que... États-Unis, France, Allemagne, l'Europe, l'Amérique du Nord, c'est vraiment ce qu'on voit, là. OK. Ce qu'on veut conquérir. Ouais. C'est quand même une bonne... ouais, c'est une bonne chunk, là. Déjà, là, on est un peu partout au Canada. Ouais. Éventuellement, on a de la demande aux États-Unis, on leur dit de patienter. Patienter. Mais c'est ça, tu sais, on commence, là. Ça commence, l'expansion, déjà. OK. Ouais. On va plus sur un côté perspective personnelle ou défi. Tu mets beaucoup l'accent sur l'importance de choisir le courage plutôt que le confort. Ouais. Peux-tu nous donner un exemple d'un moment où tu as fait le choix de choisir le courage plutôt que le confort? Ben, je peux te dire, à chaque jour que je rentre au bureau à 6 h le matin puis que je suis encore au bureau à 10 h le soir, là, j'aurais pu rentrer chez nous confortable, aller écouter District 31, là, parce que là, je suis rendu addict à ça. Genre 6 ans plus tard. Mais non, je choisis le courage, je choisis de rester là. Ça me tente pas d'être là. Tu sais, un moment donné, t'aimes beau faire ce que tu fais, mais quand ça fait 16 heures que tu fais ça back-à-back, un moment donné, ben, faut que tu continues, t'as quelque chose à faire, t'as quelque chose à livrer. Ça, c'est du courage, selon moi, de faire ça. Puis d'affronter chaque étape que l'entrepreneuriat va te claquer d'en face, tu sais. Ouais. Versus dire j'abandonne. Parce que tu peux abandonner, là. Ouais. N'importe quand. Mais c'est de Il continuer. n'y a personne qui te retient, là. Non? Ben, techniquement, oui. oui. Mais non, c'est ça. Puis le courage, ça vient avec la passion, tu sais. Quand tu as la passion, le courage est pas mal plus facile à trouver que quand tu n'as pas de passion. Tu as vraiment parlé des claques que l'entrepreneuriat peut te donner. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as surmontée jusqu'à présent? Honnêtement, la restructuration de l'équipe, là, ça a été vraiment un gros coup. Moi, je te dirais ça. Vraiment, là, ça m'a vraiment donné un gros coup. Ah, ouais. Ça, là. Aussi de comprendre la nouvelle réalité d'aujourd'hui, là. Tu sais que... ben là, tu sais, on est en 2024. On est après la pandémie. Les gens ont moins de sous. Plus difficile. Le marché change, etc. L'entrepreneuriat en général aussi est en train de changer. C'est pas si tu as vu récemment, il y a plein de monde qui sont sortis en disant « je t'ai épuisé », etc. Des personnes connues, là, tout le kit. Là. Il y a comme une vague de changement, là, on dirait, en ce moment, qui est en train de se passer. Il faut passer à travers. Il faut réussir à passer à travers. OK. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, mettons, sortait d'un parcours académique typique en ingénierie ou peu importe, puis qui aimerait se lancer en entrepreneuriat plutôt que d'aller vers une voie classique? C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un de cette situation-là? Écoute, moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment insouciant, là. J'étais vraiment dumb, là, quasiment. Là. Je me disais, mon Dieu, c'est sûr que ça va marcher, ça va être facile, etc. Non. L'entrepreneuriat, c'est une game qu'il faut que tu connaisses, puis il faut que tu saches dans quel game tu joues. OK? La plupart des startups, c'est des softwares. OK? Ça, c'est une game qui est propre à eux parce que, mettons, là, tu veux faire un edit sur ton software, tu pèses sur un Python, puis tous tes clients l'ont le edit. Un hardware, ça marche pas de même. Faut que tu y ailles physiquement. OK? Si, mettons, t'es une startup, ben, t'as une game vraiment propre à toi. Si, par contre, tu veux te lancer en PME, c'est une autre game. Fait qu'il faut que tu saches la game, le plus de knowledge possible dans tous les départements possibles, finance, comptabilité, marketing, vente, opération, recherche, développement, légal. Toutes ces choses-là, le plus que tu en sais au départ, moi, je pense que c'est ça qui m'a manqué, puis j'aurais pu éviter pas mal d'erreurs down the line. Si j'avais étudié un petit peu plus, disons, l'entrepreneuriat avant de me lancer, puis j'étais vraiment insouciant au départ, mais ça me donne une expérience qui est vraiment fondée sur l'expérience versus la théorie. Tu sais. OK. Mais le conseil que je donnerais, c'est le plus tu t'en connais sur la game dans laquelle tu vas te lancer. Premièrement, il faut que tu saches dans quelle game que tu es. Okay? Mais le plus tu t'en connais dans cette game-là, le mieux. C'est comme si je te disais, viens, on va jouer au Monopoly. Okay, mais tu n'as jamais joué au Monopoly de ta vie. Moi, par contre, j'ai 1000 games à mon actif. Tu penses que je vais gagner?
C'est fort probable. C'est très, très fort probable. Ouais. C'est ça. C'est un peu la même chose. Si tu connais les règles du jeu, t'es plus apte à y jouer, disons. Ouais. OK. Quand tu regardes ton parcours depuis le lancement de YouFrost jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il une réalisation en particulier qui était vraiment fière? Oui. Pour de vrai, ma dernière chose que je suis le plus fier, là, c'est qu'on est allé à New York début septembre. Puis ça a plu beaucoup aux gens des States, comme quasiment plus qu'ici au Canada. Notre petite machine, etc. Puis juste le fait de voir que la petite machine est là, elle existe, là, puis que les gens l'utilisent. Ça, là, c'est le rêve. Là. Tu sais, dis-toi, là, moi, j'ai essayé une première fois en 2017 que les gens l'utilisent. Impossible à utiliser. Là, maintenant, les gens l'utilisent. Wow! Ils utilisent mon bébé, man. C'est pas moi qui amène mon bébé faire un service. Non. Là, c'est, tiens, tu l'utilises. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grande fierté. C'est sûr que, tu sais, tous les concours qu'on a gagnés, etc., on est fiers de ça, évidemment. Mais de voir que une idée d'il y a 10 ans est rendue où est-ce que c'est rendu là, puis les gens s'en servent. C'est pas comme... Tu sais, c'est pas comme on leur chauffe ça dans la gueule, là. Tu sais, c'est pas comme imposé, là. Ils le font volontairement, ils se servent de notre patente. Ça, honnêtement, c'est ma plus grande... C'est probablement ma plus grande fierté du moment, en tout cas. Ouais. Wow, OK. On a vraiment mentionné la pandémie. Ça a eu un impact sur la majorité des entreprises, tu sais. Comment est-ce que YouFrost vous êtes adapté face à ça? Je sais que tu as parlé que vous avez les subventions, mais ça reste que ta clientèle typique, les bars, toutes les avancées, tout était fermé. Fait comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter face à ce contexte? Ben, c'est assez simple. On n'a pas fait de vente pendant près de 2 ans. Ah ouais? Ouais, mais on n'avait pas de bureau à l'époque. On n'avait pas de camion, on n'avait rien. En fait, on avait un camion, mais on l'a vendu tout de suite. T'sais, on n'avait pas de frais fixes. OK? Fait que tout ce qu'on avait, c'était des frais variables. Puis les frais variables, ben, tu peux les couper quand tu veux. Aussi simple que ça. Ouais. Exactement. Fait que là, avec les subventions, on a engagé simplement d'autres frais variables. Donc, il n'y avait pas de risque à ce moment-là. Puis vraiment, la pandémie, ben, nous autres, tous nos marchés étaient fermés. Là. Il n'y avait rien à faire. Fait qu'on en a profité pour prendre un step back, penser à notre innovation, à développer notre produit. Mais surtout, moi, j'ai lu peut-être, pendant les 2 ans de la pandémie, là, j'ai lu peut-être une 50aine de livres sur l'entrepreneuriat de différents sujets. Fait que je me suis comme éduqué pendant ce temps-là. Puis quand on est sorti de la pandémie, ben, c'est une nouvelle business, là, complètement. Ouais. Parce que tu l'as hacké dans le passé, tu l'as rattrapé. Ouais, je lisais des livres, j'étais comme, oh my God, cette erreur-là, je l'ai faite, si, ça. Puis là, tu sais, des nouvelles advice. Mais aussi la pandémie, nous autres, on n'était pas capable de trouver du financement avant. Puis ben, l'histoire du gars du parc, c'est arrivé pendant la pandémie. Puis en plus, ben, toutes les subventions qui pleuvaient, ben, là, c'était comme le jour et la nuit pour nous autres. Ça nous a donné un vent d'élan. Présentement, votre modèle d'affaires, c'est vous vendez les machines, mais vous avez aussi une autre facette qui est plus événementielle. Est-ce que vous le faites encore? Donc, l'événementiel, on l'a encore. Le but, c'est de le diminuer graduellement, mais de garder des très, très gros clients. OK? Mais des histoires, tu sais, comme là, en ce moment, notre deal moyen événementiel est comme à 5 000 $ environ. Nous autres, on va vouloir qu'il soit peut-être à 10-15 000 minimum. Donc, pour continuer à garder ça. Puis de l'autre côté, ben, on a commencé depuis le mois d'avril dernier à vendre des machines. En fait, on ne les vend pas. C'est une souscription. Okay? Donc, tu payes 100 $ par mois. Ça vient avec la maintenance, la consultation du menu, ainsi de suite. Si ta machine pète, ben, on vient te la remplacer en 24 heures. That's it. Puis, on vend du gaz. On vend de l'air. Vous vendez de l'air. OK, exact. On vend le CO2 aussi aux établissements. Fait que une machine en établissement va nous ramener peut-être 10 000 $ de revenus par an. Wow. Ouais. Ça, c'est du récurrent. Là, chaque machine qui est placée, qui est active, ramène 10 000 $ par an. Oh wow, OK. Fait que tu fais le calcul, à 100 machines, on fait 1 million. À 1000 machines, on fait 10 millions. Wow. En ce moment, on a fait une petite batch là, parce qu'on s'est dit, bon, au cas où il y a des problèmes, on en a 35 à peu près de déployés à travers le Canada. Puis là, on va en faire peut-être entre 100 et 300 en début de 2025. Wow. Basically. OK. Ouais. Mais de l'autre côté, tu as l'événement qui roule. Ouais, c'est ça. Fait que tu as l'événement quand même qui roule, quand même une cash cow malgré tout, que comme si ça tombe, ben... Ça tombe, il reste ça. Ça, c'est prouvé. Je veux dire, nos clients reviennent. Le modèle d'affaires est bien simple. On connaît nos costs. Ça, si on disait là, demain matin, on arrête la croissance, là, on pourrait avoir une business d'événementiel. Puis lifestyle business, là, rouler ça. Okay.
Mais c'est pas ça, nous autres. On Pas est ça. un to the moon. On veut toujours continuer à innover, etc. OK. Fait quoi, on a ce côté-là, les machines, les événements. OK. That's it. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être 90% d'événements, 10% de machines. L'année prochaine, ça va peut-être être 60-40. L'année d'après, tu sais, tranquillement, pas vite diminuer pour que l'autre place. Ouais. Parce que l'événementiel, ça scale très difficilement. Parce que c'est un, tu sais, c'est un people business. Là. Ouais. Faut que tu aies des gens partout. Tandis qu'un business de produits, ça, tu peux shipper Un ça. retail, That's it, là, distributeur. tu sais. Exactement. OK. Fait que c'est ça. Nous, on veut scaler. Pour un bar, mettons, quelqu'un qui écoute ça et qui a un bar, c'est quoi l'avantage d'avoir une machine comme la tienne dans son bar? Bon. Dans son restaurant, peu importe, dans son établissement. Alors, je vais donner un exemple de cocktail. Mettons que tu connais ça, l'Aperol Spritz. Mais nous autres, on va te geler un cube d'Aperol. On va te le mettre dans le Prosecco. Fait qu'au début, le client, il boit du Prosecco, puis à la fin, il boit un Aperol Spritz. Fait que les clients, puis on le sait dans l'événementiel, sont prêts à payer 2, 3, 4, voire 5 $ de plus pour le même cocktail, mais tes costs restent les mêmes. Les mêmes. Fait que tu fais juste plus de marge. En gros, nous, ce qu'on promet aux restaurants, aux bars, aux hôtels, c'est qu'ils vont faire plus de marge sur tout ce qui passe dans la machine versus ce qui est fait de l'autre côté. Comme on a des clients en ce moment, surtout les bars, là, mettons, ils se font donner des caisses d'alcool. OK? Mais c'est des alcools qui sont pas capables de vendre, qui se vendent pas. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils les passent dans la machine. Ils font un genre de truc créatif avec ça. Puis là, ils les vendent full marge. Aïe, aïe. Ouais, ça, c'est un des autres choses. Sinon, ben, tu sais, innover aussi ton menu, là, autant sur le drink que sur la bouffe. Tu sais, on a comme une recette qui est bien populaire. C'est une huître avec une perle de vodka, jus d'huître, jus de citron dedans. Puis tu manges ton huître, genre one time comme ça. Aïe, Fait que t'as aïe. toutes les saveurs autour. Mais ça, c'est plus comme sur le côté créatif de se diversifier. Tu sais, les gens aujourd'hui, là, peuvent avoir la même expérience qu'ils ont au restaurant, ils peuvent l'avoir à la maison. Uber Eats, ainsi de suite, là, tu sais. Fait que, pourquoi tu vas au resto? Faut que tu aies quelque chose de différent, faut que tu aies quelque chose de, tu sais, d'unique, là, si tu vas à une place, tu sais. Oui, OK, rencontrer des gens, etc., mais mettons que tu es tout seul, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment sur le côté diversification, excuse-moi, rétention de la clientèle, attraction de nouvelles clientèles, tu sais, parce que les gens... C'est nouveau. Nous autres, il y en a des gens qui nous contactent, qui sont comme « Hey, ta machine, je suis à Montréal, où est-ce que je peux l'avoir? » Ben moi, je te dirige vers telle place, tu sais. Fait que les gens, ils reçoivent aussi des nouveaux clients par rapport à ça. Fait que c'est vraiment le côté création. Dans le milieu de l'hospitalité, là, HRI qu'on appelle, hôtel, restaurant, institution, c'est vraiment le côté créatif puis générateur, booster de marge qu'on fait. OK? Dans le côté épicerie, là, c'est un autre use case complètement. Là. Ça, c'est préservation de la bouffe. Essayer de faire une petite marge sur quelque chose que tu allais acheter, anyways. C'était les pertes. Et c'est ça, c'était plus sur un côté réduction de pertes à ce moment-là. Ouais. Puis, si, mettons, brièvement, peux-tu nous dire à quelques endroits à Montréal où est-ce que votre machine se trouve pour ceux qui aimeraient ça, peut-être aller l'essayer? Ben, Tittle Tattle, dans le Vieux-Port, qui est le restaurant à Lloyd que je salue. On a le Bootlegger, on a le... ça, c'est vraiment des speakeasy bars. Là. Côté plus restaurant, le Birdhouse Wingery. Qui sont de l'art des Ormeaux. Ensuite de ça, à Montréal, c'est sûr qu'on en a d'autres, mettons à Shawinigan. On a le Germain aussi, Charlevoix, dans le fin fond de Charlevoix. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Montréal? Sinon, le reste, c'est pas mal tout à Toronto, je te dirais. Ouais. Il y a un bon hub à Toronto quand même. Là, ah oui, excuse-moi, il y a à Montréal aussi comment ça s'appelle? Le Bon Vieux Temps. Qui est sur Saint-Denis. Ah ouais, cool. Ouais. Il y en a probablement d'autres. Là. Il me semble qu'on est comme une dizaine ou une quinzaine à Montréal, mais la majorité est à Toronto. Là. OK. Mais ouais, c'est... Au pire, je te providerai une liste que tu pourras donner dans la description si tu veux après. Là. Ben oui, ça serait cool. Ouais. Comme ça, donne la chance à ceux qui aimeraient ça l'essayer. Ben, parce que ça reste que les drinks sont spéciaux, sont le fun parce que c'est différent. C'est comme tu dis, c'est carrément une autre expérience. Exactement. Mais peut-être que du temps qu'on tourne là puis que ça va être diffusé, il va en avoir d'autres. Là. Exactement. exact. On va peut-être la liste. Avant que j'y aille avec des questions rapides pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé que tu aimerais qu'on jase un petit peu? Non, moi je pense qu'on a quand même fait le tour. Fait combien de temps? Là? Fait un bon petit tour, un peu plus qu'une heure. Un peu plus qu'une heure. OK. Fait que t'es ready pour les questions rapides? Let's go, questions rapides. Questions rapides. C'est quoi ton pitch d'ascenseur? A.K.A.
elevator pitch pour UFrost? Chez UFrost, on construit des petites machines extrêmement puissantes pour la surgélation. On aide les établissements en retail, food and beverage à réduire le gaspillage alimentaire puis amener une création culinaire innovante en leur vendant des machines puis du gaz. Oh, c'est assez simple. C'est simple. Très bon, très bon. Ton cocktail préféré fait avec ta machine? Avec la machine? Ouais. Honnêtement, notre Aperol Spritz, il est vraiment, vraiment sa coche. Ouais. Mon cocktail préféré que j'aimerais trouver une bonne twist là, pour le faire avec ma machine, c'est le Negroni. Un Negroni. Ouais. OK. Je travaille là-dessus, j'essaie. Ça va s'en venir. C'est parce que c'est l'histoire du gros cube. Là. Ouais. Ouais. C'est ça qui n'est pas encore là. Tu vas parler la glace aussi. Tu voulais faire peut-être pour faire de la glace. Ouais, de la clear ice. De la clear ice, ouais. Donc, ouais, ça, on a trouvé une façon de la faire rapidement. Tout le monde nous disait impossible que vous soyez Vous capable avez de faire ça. là? Ouais, il est à 90% prêt. Il manque un peu de sous là, à collecter pour le terminer. Là. Okay. Mais dès que j'ai un peu de sous, je vais être capable de terminer ça. Là. Mais on a une méthode qui fonctionne. On est capable de faire un gros cube de même en genre 5 minutes. Fait que le but, ça serait d'en faire plusieurs en même temps. Wow! Au lieu de 48 heures. Maintenant. 48 heures, c'est ça? Exact. Ah, ça, c'est hot, ça. Ouais. Ça va être une belle affaire. Fait que peut-être que mon Negroni fait avec UFrost, il va être avec un beau petit cube ou une sphère de clear ice, là, faite instantanée. Là, ben avec oui. une petite fleur dedans ou quelque chose. C'est ça aussi, c'est que vos moules vous pouvez faire un peu personnaliser comme vous voulez. Tant que la forme est convexe. Tant que la forme est convexe, tu peux faire un peu ce que tu veux. T'as-tu des demandes spéciales des fois? Ouais, on fait des moules custom. Comme un client à Vancouver voulait avoir son logo dans le fond du cube, on y a mis ça. Oh, cool. That's it. Ah, c'est très hot, ça. Ouais, parce qu'on a une machine au bureau là, qui est capable de couper le métal puis tout. Ah, ouais, une CNC dans le fond. CNC, là. Ouais. La petite CNC machine, je me souviens. Yes. Alright, prochaine question. Ouais. Si tu avais la possibilité de collaborer avec n'importe quel business, chef, mixologue ou entrepreneur dans le monde, ce serait qui et pourquoi? Moi, je suis un gros fan de Elon Musk, Okay. pour vrai. Écoute, si Elon il veut mettre ça dans ses navettes, man, OK. pour, je sais pas moi, préserver quelque chose ou whatever, ou amener ça sur Mars, ça serait vraiment cool. Fait que ça, c'est côté entrepreneur. Sinon, côté chef, ben c'est sûr que un bon chef étoilé, là, ça serait cool de travailler avec quelqu'un comme ça. On a eu quelques contacts dans le passé, etc. Sinon, côté événementiel, j'aimerais beaucoup travailler avec Guy Laliberté. Ça, c'est un de mes rêves. J'ai déjà une photo avec lui, là. Peut-être qu'il s'en souvient pas. Mais ça serait vraiment cool de faire un partenariat avec Guy, là, Cirque du Soleil et tout le kit. Là. Lune Rouge, en fait, maintenant. Là. Ouais. Ça serait vraiment hot. OK. Ouais. OK, j'aime ça. Un entrepreneur ou quelqu'un qui t'inspire au quotidien. 50 Cent. Non, c'est pas vrai. Ça aurait pu. Non. 50 Cent, c'est mon idole de jeunesse, mais moi, j'aime beaucoup Elon. Je trouve je trouve que ce qu'il fait pour l'humanité, c'est bien, tu sais. Il est pas dans de la gimmick de petits software ou des trucs de marketing comme, mettons, Apple fait, tu sais. Lui, il est dans le real, là, you know. Fait que ça m'inspire beaucoup. OK. Ouais. Comme tu as vu récemment avec son Starship qui est redescendu. Oui. Ben ça, il l'avait déjà fait, là, mais là, il l'a fait avec une tour. Ouais, la tour, là. Puis là, il revient comme des chopsticks, là. Exact. Ça, c'est hot. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu en tant qu'entrepreneur? Ask for money, get advice. Ask for advice, get money twice. OK. On leave it at that. Ouais, ça, c'est vraiment le meilleur conseil. OK. Ouais. Wow. All right. Ben, merci infiniment, Julien. Merci. Ça fait plaisir. Honnêtement, c'est une discussion quand même assez fascinante d'entendre ton parcours puis de voir d'entendre les hauts et les bas d'une start-up. Ouais. Hein? C'est vraiment. Ta vision est vraiment inspirante aussi. De voir le micro-ondes, la surgélation, comme ce serait là dans 10-15 ans, que genre dans toutes les maisons, il y a ça. Il y a UFrost. Peut-être plus tôt. Peut-être plus tôt. Ouais, j'aime ça. Ben, merci de l'invitation. J'adore. Donc, encore une fois, un gros merci. À tous ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite à suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Aussi, suivre UFrost sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes ufrost.com, c'est votre site web. Ufrost.com, Ufrost Official sur tous nos réseaux. Ufrost Official sur tous les réseaux. Donc, sur ça, merci beaucoup de votre écoute. Puis à très bientôt pour un prochain épisode. À plus.